dans toutes les France, 110 partis politiques, 500 listes, 10 000 candidats. Les Tunisiens votent pour la première fois après leur révolution pour élire une assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle constitution. Crainte et espoir d'un peuple qui tourne une page de son histoire dans toutes les France aujourd'hui. Avec nos invités, Monsieur Balir Nabli, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes également maître de conférences en droit public à l'Université de Paris-Est et à Sciences Po. Vous avez publié de très nombreux articles récemment, notamment dans le journal Le Monde sur la Tunisie, et un rapport pour le think tank le plus connu de France, Terra Nova. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. À vos côtés, j'ai le plaisir de recevoir Houssine Bardi. Vous êtes porte-parole et tête de liste de la section France. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il s'agit, du Parti du Travail tunisien, qui est un parti en lice dans ces élections importantes. Vous êtes également avocat au barreau de Paris et docteur en droit. Et vous avez publié un ouvrage intitulé Une volonté d'indépendance, publié aux éditions CRL-DHT. Et vous allez publier bientôt un ouvrage intitulé L'inservitude. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. De l'autre côté du plateau de toutes les France, Adnan Ben Youssef, vous êtes membre du bureau politique du Parti démocratique progressiste, PTT, et vous militez, PDP, et puis vous militez pour les droits des immigrés tunisiens en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à vos côtés, Rania Madjoub, vous êtes candidate sur une liste indépendante. En fait, c'est un réseau de listes indépendantes qui s'appelle Dostorna en France. Et vous êtes également activiste militante tunisienne des droits de l'homme. Vous étudiez en ce moment en France la science politique. Et vous avez très récemment collaboré avec la réalisatrice Nadia Elfani à un film qui s'appelle Laïcité Inch'Allah, dont nous verrons un extrait tout à l'heure. Vous avez été assistante réalisatrice sur ce film qui est sorti le 20 septembre dernier sur les écrans français. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors la Tunisie tourne une page de son histoire. 23 octobre, élection en Tunisie pour élire cette assemblée un peu spéciale, Balir, qui est une assemblée qui est chargée de rédiger une constitution. Donc on ne va pas élire des députés en fait. A priori, en tous les cas, c'est-à-dire que sa fonction première sera de rédiger, d'élaborer une constitution, c'est-à-dire la norme juridique fondamentale, l'acte de naissance du nouveau régime, celui qui permettra de constituer la vraie rupture politique et juridique avec l'ancien régime, le régime de Ben Ali, mais aussi le régime de Bourguiba, puisque la constitution qui était en vigueur jusqu'à maintenant est née avec l'indépendance. Elle est née et elle était incarnée dans un premier temps avec le père de l'indépendance, Bourguiba. Donc c'est une vraie rupture avec la Tunisie post-indépendance. Et là, on peut parler de modernité pour ce pays qui va maintenant s'inscrire dans ce qu'on appelle une transition démocratique, synonyme de transition constitutionnelle. Houssine Bardi, il y a un engouement de la part des Tunisiens pour ce rendez-vous électoral, mais on sent que cet engouement est plutôt du côté de ceux qui ont choisi de s'engager, c'est-à-dire ceux qui sont sur les listes. On parlait de 10 000 candidats, on les voit en ce moment à la télévision tunisienne nationale défendre leur projet, mais il semblerait qu'au même moment, les Tunisiens eux-mêmes dans la rue ne soient pas si impliqués dans ces élections. Tout à fait, il y a un problème en fait. Comme vous l'avez relevé, il y a 110 partis en lice, plus de 10 000 candidats. Ce qui est inouï dans la Tunisie durant toute son histoire moderne. Certes, c'est les premières élections indépendantes et élections démocratiques dans l'histoire de la Tunisie. Donc les gens veulent y prendre part, sauf que la population et les électeurs sont désarçonnés. Oui. Effectivement, avec ce nombre considérable de partis politiques, les électeurs ne s'y retrouvent plus. Oui. Donc, il faut effectivement être... Mais alors comment identifier les tendances dominantes quand il y a 110 partis? Comment faire en sorte pour dire, voilà, je vais plutôt voter pour ce projet et pas un autre? Tout à fait. Le problème se pose avec acuité. En fait, il faut adopter des critères. Certes, il y a certains partis politiques qui adoptent des raccourcis un peu cavaliers. Hein. Ils essayent de diviser le pays entre ceux qui sont traditionnalistes et conservateurs et qui voteront éventuellement pour Ennahda, et puis d'autres qui sont mondialistes, le parti islamiste qui s'appelait avant le mouvement de la tendance islamique. Oui. Donc, il faut bien trouver des repères dans ce donc nous, foisonnement de partis politiques. Oui. Nous, au sein du Parti du Travail tunisien, et ici en France, on invite les électeurs dans un petit document, notre document programmatique, on les invite à se poser 3 questions. La première question, c'est quel rapport entretient chacun des candidats
avec la Tunisie d'une part et avec la France d'autre part. Ouais. Étant donné qu'on habite ici. Alors c'est une spécificité que vous avez, Tout à vous êtes fait. candidat, et c'est pour ça aussi qu'on vous a invité aujourd'hui, vous êtes candidat en France. Absolument. Parce que dans le cadre de cette élection, de cette assemblée constituante, eh bien, il y a 19 sièges qui sont réservés aux candidats qui sont à l'étranger et en France plus particulièrement. Tout à fait. Alors la deuxième question qu'on invite les électeurs à se poser avant de glisser leur bulletin dans l'urne, c'est de se demander qu'est-ce que le candidat en question ou les candidats, qu'est-ce qu'ils proposent Oui. et que comptent-ils faire au sein de l'Assemblée nationale constituante. Ça, c'est la deuxième question. Oui. La troisième question à laquelle on invite les électeurs, c'est est-ce que le candidat en question aura les moyens de réaliser ce qu'il promet ou non. Ouais, d'accord. Donc, ce sont trois questions cumulatives Ouais. auxquelles on invite. Avec 10 000 candidats, il y aura beaucoup de promesses, hein, ceci dit. Absolument, absolument. Adnan Ben Youssef, quel est le sentiment que vous avez sur l'implication des Tunisiens par rapport aux grands espoirs suscités par la Révolution? Là, on se retrouve dans le cadre d'élections, avec des candidats, des partis, un nombre de propositions incroyables et, selon plusieurs analystes, une espèce de désaffection de la part de la majorité des Tunisiens par rapport à ces élections, qui sont quand même les premières élections après la Révolution. Moi, je ne pense pas, je ne partage pas l'avis qui dit qu'il y a une désaffection. Je pense que les élections le 23, peut-être, montreront quelque chose de beaucoup plus important en termes de participation que les inscriptions, sachant qu'il y a déjà à peu près plus de 50% des Tunisiens qui se sont inscrits, en tout cas des électeurs qui se sont inscrits. Alors l'institution qui est chargée de superviser ces élections souhaitait inscrire obligatoirement les Tunisiens en âge de voter? Souhaiter, en fait, l'accord stipulait que, d'une certaine manière, tous les Tunisiens disposant d'une carte d'identité pouvaient élire. Oui. Donc, d'une certaine manière... Sur la simple présentation. Sur la simple présentation, mais à condition de vérifier leur endroit d'enregistrement par rapport à la carte d'identité pour pouvoir élire dans tel bureau ou tel bureau. Mais je pense que l'idée de l'ISI était très intéressante, d'ouvrir une inscription volontaire pour ne pas aller vers ce vote les yeux fermés. Et on a bien vu qu'il y avait quand même un certain élan qui fonctionne toujours. En France, on peut s'inscrire encore jusqu'au 10 octobre pour que les gens puissent aller s'inscrire. Donc d'une certaine manière, moi, je ne partage pas l'avis qui dit qu'il y a une désaffection. Ceci étant dit, je pense qu'il y a un problème avec le vote lui-même, avec l'Assemblée constituante, qui n'est pas très décryptable, très déchiffrable par les Tunisiens. C'est-à-dire que c'est un vote quand même qui porte en lui un certain nombre d'éléments de conceptualité. Une première chose. La deuxième chose, qui est tout à fait normale, de trouver 110 ou 120 même partis qui émergent. Sauf que vous dites c'est normal, tout à fait normal, sauf qu'on sort quand même d'une période de dictature où ces partis ne semblent avoir aucune assise sur le terrain. Donc c'est des partis créés avec... La majorité de ces partis n'ont pas d'assises sur le terrain, donc n'ont pas eu de contact avec la population, n'ont pas eu le temps de proposer leurs projets. Et donc, voilà, ça met des années quand même pour un parti de s'ancrer sur le terrain. C'est salutaire et on l'a vu dans d'autres transitions, particulièrement celle de l'Espagne, où il y a eu le lendemain du franquisme. En Europe de l'Est en aussi. Europe de l'Est aussi, l'émergence de beaucoup de partis. Après, la recomposition sera faite et les familles politiques réelles, ancrées, vont se détacher. Rania Adjoub, qu'est-ce que vous voulez voir inscrit dans cette nouvelle constitution? Plein de choses. Parce que moi, je pense que toutes les revendications sont une priorité. Ce n'est pas la question de on reporte ça. Je pense qu'après 50 ans de dictature, on doit tout revendiquer. C'est vrai qu'on fait notre révolution aujourd'hui, mais quand même, on a 50 ans de retard par rapport à des pays évolués. Il faut arrêter à un moment donné de se comparer à ceux qui sont moins bien que nous. Pour se comparer à d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit revendiquer tout. La liberté, la démocratie, la dignité, l'égalité et trouver une traduction réelle de toutes ces aspirations populaires dans une constitution qui reflète les attentes et les aspirations de la Révolution. Alors on va retourner ensemble voir un petit reportage sur le retour aux sources, Sidi Bouzid, ce village où tout a commencé il y a quelques mois. C'est un reportage d'Éléonore Abouzaïz et Monique Bergeron. Regardez. Depuis le 17 décembre, Sidi Bouzid est la ville symbole de la révolution tunisienne. C'est ici que tout a commencé avec l'immolation de Mohamed Bouazizi, acte de désespoir contre la vie chère.
6 mois après, les habitants de cette ville pauvre font un premier bilan. Même après la révolution, rien n'a changé. Sidi Bouzid est comme avant, la même corruption. Tout est pareil, rien n'a changé. J'ai 27 ans et je n'ai pas de travail, je n'ai pas un rond en poche. Ma sœur est diplômée, elle a fait 4 ans d'études, elle a une maîtrise et elle est toujours sans emploi. Il n'y a pas qu'elle d'ailleurs. Ici, il y a beaucoup de jeunes dans cette situation. Corruption, chômage, cherté de la vie, les habitants de Sidi Bouzid s'impatientent et veulent des solutions rapides. En attendant, ils gardent l'espoir et restent fiers de leur révolution. Cette révolution n'est peut-être pas exemplaire et n'a pas encore porté tous ses fruits, mais c'est sûrement un modèle pour toutes les révolutions pacifiques contre les régimes tyranniques. Nous avons maintenant le minimum en termes de liberté de parole, le minimum aussi concernant la liberté de la presse. Mais je dirais surtout que les gens n'ont plus peur. À Sidi Bouzid comme ailleurs, les Tunisiens qui ont fait la révolution attendent encore de vraies réformes et un changement radical. Changement radical, Belir Nabli? Ce qui est intéressant avec ce reportage, c'est qu'il pointe finalement le décalage entre le temps économique et social d'un côté et le temps politique et institutionnel de l'autre. Il y a un décalage parce que la transition démocratique demande du temps, un temps long, alors que la situation économique et sociale à l'échelle nationale et à l'échelle individuelle s'inscrit plutôt dans le temps court, dans l'urgence même pour certains cas, comme ce qu'on vient de voir. Et donc ce décalage-là est le produit est une source de frustration, il faut bien le reconnaître, et est une source de mécontentement et de déception d'une certaine manière. Il faut répondre à cette déception. Non, parce que la population, vous voulez dire, souhaitait tout de suite des réformes économiques et sociales et pensait que du jour au lendemain, leur situation allait changer? C'est un peu difficile à... Même pas une demande de réforme, disons que la révolution devait se traduire en révolution de fait, pas seulement en changement de régime. En changement de régime politique devait donner naissance à une nouvelle situation économique et sociale, pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle individuelle, du moins d'un point de vue du sentiment des personnes et de la population. Ça a donné lieu à un changement sur le plan individuel, puisque la liberté... Sur le plan des droits et libertés politiques, pas du point de vue des droits économiques et sociaux qui échappent au pouvoir politique. La Tunisie s'inscrit dans le jeu de la compétition internationale et puis sa situation économique et sociale notamment a pâti de la situation libyenne. Donc tout ça pour vous dire que si c'est une révolution nationale, celle-ci, malgré tout, s'inscrit dans un contexte international. Mais pour terminer, 2 mots sur le lien entre ce qu'on vient de voir et le contenu de la Constitution. La Constitution, d'après moi, doit absolument répondre et refléter la révolution, c'est-à-dire ce qui l'a nourri, ce qui l'a fomenté, à savoir, premièrement, comme on vient de l'entendre, la lutte contre la corruption, et donc poser des institutions qui ont pour objet et finalité la lutte contre la corruption. Deuxièmement, une forme d'organisation du pouvoir plutôt décentralisée. Ça, ce sont des lois. La Constitution ne va pas ériger en principe constitutionnel. Si, puisqu'il y a des principes, mais aussi une organisation de l'État. Si vous dites que l'État est plutôt à une organisation administrative et politique d'ordre décentralisé, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on reconnaît un pouvoir politique aux entités locales qui, justement, étaient écartées par le pouvoir central à Tunis jusqu'à maintenant. Alors, voilà. Deux observations par rapport aux attentes. Elles ne sont pas uniquement individuelles, certes. Il y a des attentes individuelles fortes, mais aussi des attentes régionales. Il y a des régions entières, comme celle de Sidi Bouzid qu'on vient de voir, mais toute la moitié ouest de la Tunisie, qui avait été complètement oubliée par le modèle, entre guillemets, de développement qui avait été conduit par l'ancien régime dictatorial. Donc ça, pour le premier point. Concernant les droits économiques et sociaux, effectivement, ça c'est le problème majeur qui doit être inscrit dans la Constitution. Vous savez, par exemple, dans la Constitution française, on ne rentre pas dans les détails. Mais tout à l'heure, on a évoqué le cas de l'Espagne. Tous les pays qui sont sortis de la dictature, et moi, personnellement, ayant travaillé sur le projet de constitution démocratique et sociale du Parti du travail tunisien, j'ai pu examiner pratiquement toutes les constitutions des pays qui ont sorti des dictatures, celle du Portugal, celle des pays latino-américains, etc. Et ils ont introduit dans le corps de la Constitution, non pas seulement dans le préambule, non, dans le corps même. C'est-à-dire
la justice sociale, la justice entre les régions. Vous avez très bien dit que ce sont des principes généraux qui après devraient être appliqués par des lois. Absolument. Après, si ces lois ne sont pas votées Tout à fait. ou n'ont pas le contenu qui permet d'appliquer réellement ces principes. Exact. Ce sont les principes énoncés dans la Constitution qui doivent se traduire par des mesures législatives à travers ou des lois, de simples lois, des décrets-lois ou des lois organiques. Ça dépend en fait. Parce qu'il semble que dans ce que vous dites qu'il y a des droits évidents qui vont être votés dans le cadre d'un processus démocratique en cours. Mais quelle serait la nouveauté qui constituerait un chambardement, un véritable bouleversement par rapport à la Constitution antérieure? Au niveau de la construction de la Constitution, déjà, la charte des droits, ça c'est extrêmement important. Nous, qu'est-ce qu'on avait dans la Constitution tunisienne de 59 ? On avait un article 8. Cet article 8 qui énonçait un certain nombre de droits, dont le droit à l'organisation politique, syndicale, etc. Mais il n'y avait pas... On n'a pas détaillé, et Bourguiba à l'époque, le père entre guillemets de la nation tunisienne et de l'indépendance, n'avait pas jugé utile, étant donné que la priorité, c'était pour la construction de l'État tunisien indépendant. Donc là, d'une part, et d'autre part, il faut qu'il y ait un chapitre sur les droits économiques et sociaux, et bannir le présidentialisme qui a été source de la dictature. Limiter la fonction présidentielle. Pour vous, limiter la fonction présidentielle, et il ne faut pas. Par exemple, nous, au sein du Parti du travail tunisien, on considère que le président qui sera élu n'aura qu'un seul mandat, il ne sera pas renouvelable. Et puis, juste un petit mot, si vous permettez, un dernier, par rapport à la lutte contre la corruption, nous, on préconise que tout responsable politique ou tout détenteur d'un mandat politique doit d'abord souscrire, enregistrer son patrimoine avant la prise de fonction. Là, c'est comme en France. Et puis, d'autre part, prêter un serment que nous, on appelle d'incorruptibilité, avec un engagement clair à propos de cette question fondamentale dans la Tunisie d'aujourd'hui. Adnan Benoucef. Non, je suis tout à fait d'accord sur l'analyse. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que le Tunisien se reconnaisse dans cette constitution comme étant la constitution qui répond au fond aux causes pour lesquelles il est sorti dans la rue pour dégager ce régime. À mon avis, vous voulez plus de liberté, plus de liberté, des droits qui s'élargissent, y compris aux droits économiques et sociaux, la santé, l'éducation. C'est des choses aujourd'hui au cœur de la problématique de la révolution tunisienne. Si on revient juste à la Tunisie d'avant la révolution, la Tunisie avait cette particularité d'avoir permis l'acquisition d'un certain nombre de droits, même sous le joug dictatorial, y compris pour les femmes, sur les questions de laïcité. Alors justement, c'est pour ça que je réitère ma question sur les bouleversements. Qu'est-ce qui va véritablement changer selon vous? Quel est le principe qui n'était pas appliqué auparavant, que vous verriez voir appliqué aujourd'hui? Je pense que d'une certaine manière, il y a un certain nombre d'acquis en Tunisie. Il y a un accord très large pour ne pas les toucher. L'acquis de la femme tunisienne, l'acquis sur la séparation entre le religieux et le politique, c'est un acquis et je pense que tout le monde va défendre ce point de vue, y compris imposé au parti. Ça pose problème. Ça pose problème. D'une certaine manière, juste pour finir, ce que les gens attendent, c'est traduire leurs espoirs en institutions. Je pense que quels sont leurs espoirs, justement? Leurs espoirs, c'est d'être face à un régime qui leur soit, qu'il y a une proximité avec leurs gouvernants, leurs gouvernants, et qu'ils aient la capacité permanente de pouvoir agir sur cet avenir, agir sur ça. La décentralisation est, à mon sens, un projet civilisationnel pour la Tunisie. Il n'est même pas une réponse à la révolution, mais c'est un projet qui va permettre aux Tunisiens de participer quotidiennement à la direction de leur vie. Bon, je commencerai par ce qui a été dit et rebondir par rapport à ce qui a été dit. Je pense que énoncer les principes de droit au travail, le salaire minimal, le droit au logement, le droit à la santé, à l'éducation bien sûr, c'est nécessaire. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne suffit pas d'énoncer
les principes. Il faut donner aux citoyens, à travers une vision globale, par exemple, quand on dit décentralisation, quand on dit gestion des régions, les gestions qui gèrent leurs propres affaires, qui sont autonomes, qui ont leur propre budget. On sait qu'il y a développement, donc il y a travail. Et donc, il faut faire les liaisons, parce qu'énoncer les principes, on en voit, tout le monde énonce des principes, mais il faut mettre en place les mécanismes qui ça, c'est vont après la rédaction de la Non, Constitution. mais ça, c'est dans la Constitution. Parce que la Constitution, c'est quelque chose qui reflète les traumatismes d'un peuple et propose des solutions. Et nous, on a vécu ça. On a vécu l'État centralisé, on a vécu le régime présidentiel, la mainmise sur toutes les institutions de l'État. Donc, par rapport à la corruption, dans notre projet de Stourn, on propose aussi une autre instance de la transparence. Et je reviens sur cette question des droits et des libertés aussi. Je pense qu'il est nécessaire. On ne peut pas dire que la révolution ne s'est pas faite pour telle ou telle raison. C'est un peuple qui a fait cette révolution, c'est un peuple qui est pluriel, et chaque région a ses revendications, chaque individu a ses propres attentes. Et donc, je pense qu'on doit garantir les droits. Je ne pense pas que l'ancienne Constitution... Il n'y avait pas la séparation entre le religieux et le politique, bien que c'est dit, parce qu'ils ont utilisé, par exemple, on va y revenir. On ne va pas tout mélanger tout de suite, mais je voulais juste revenir à Belhir Nabli sur... Vous dites, ce n'est pas pour ça que le peuple tunisien a fait la révolution. Pourquoi le peuple tunisien a fait la révolution? Est-ce que c'est uniquement une question de régime? Disons que maintenant on a un peu de recul, on peut dire que la réaction fut une réaction épidermique, mais dans le même temps, il y avait un soubassement structurel. Et le tout se rejoint autour de l'idée de la corruption, il faut bien le reconnaître. L'idée de corruption parce qu'elle a été ressentie presque comme une atteinte à la dignité du citoyen, à la dignité de la personne. Et c'est pourquoi... Corruption, mais qui était extrêmement liée au régime. C'est-à-dire c'était une Mais c'est corruption généralisé, c'est bien le problème, Oui. c'est que c'est devenu un problème social, pas simplement un problème qui concernait le sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il y a eu des pratiques sociales. Donc les citoyens étaient aussi concernés et responsables de ce type de comportement. Donc pour répondre à votre question en lien avec ce que je viens de dire, s'il fallait justement